Bien loin du monde idéal, certaines universités ne sont même plus capables aujourd'hui d'assurer la sécurité de leurs usagers. Aix-Marseille 1 est dans ce cas. Cité universitaire de Luminy, au nord de Marseille. Ici, logent 1800 étudiants répartis sur les 3 facultés de la ville. Le site est magnifique, les calanques sont tout à côté. En apparence, il fait bon vivre. Très vite, un groupe d'étudiants se propose de nous emmener dans les bâtiments. Visite guidée. Déjà, on va vous montrer notre salle de travail. Cette salle, en théorie, est dédiée aux études et à la concentration. Ça a toujours été comme ça? Ça fait combien d'années que vous êtes sur la CTI? Ça fait 3 ans que j'y suis. Rémi, ça fait 2 ans. Ah ouais, toujours comme ça. On a changé de bâtiment, on était au B avant, c'était pareil. Rien n'a été fait non plus dans les salles de bain. C'est les sanitaires. C'est les sanitaires, c'est là où on douche. Pour vous montrer, cette douche-là, personne s'en sert. Parce qu'elle marche. Voilà. Ouais, d'accord. La pression à fond et. Il y a 3 douches pour combien d'étudiants là? 32. Et il y a de l'eau chaude? Dès qu'on est 2 à se doucher, ou on n'a pas d'eau chaude, quoi. Aucune pression, c'est horrible. Du sol au plafond, les lieux sont complètement délabrés. Aucune rénovation sérieuse n'a été entreprise depuis 40 ans que cette cité existe. Les étudiants semblent s'en être accommodés. Les chambres sont minuscules, 9 mètres carrés pour un loyer de 130 €. Jérémy, 23 ans, étudiant en mathématiques, vit ici depuis 4 ans. Si le loyer est modique, les chambres sont toutes sous-équipées en installation électrique. Ça, c'est ma multiprise. Après, ce qui se passe, c'est que j'ai une télé aussi, avec un magnétoscope, un réveil aussi. J'ai tout un matériel de son qui lui, demande pas mal d'intensité aussi, quoi. Voilà, ça m'arrive des fois de faire à manger là. Donc là, voilà, là, c'est le coin où il y a le lavabo avec la glace. Officiellement interdit mais indispensable, les réchauds et les frigos dans les salles de bain. Là, j'ai ma multiprise qui revient là pour pouvoir brancher le frigo. Donc c'est limite même un système électrique un peu système D, ouais. C'est tout le système électrique qui est défaillant. Ce soir, comme souvent, il n'y a plus de lumière dans la cuisine commune. Elle pète tout le temps, les ampoules, en fait. Ah non, du coup, je vais aller chercher une ampoule dans ma chambre. Les services d'entretien sont aux abonnés absents. C'est Jérémy qui, ce soir, s'improvise électricien. Ça va être encore le métal. Voilà, clac. Vas-y, donne. Et voilà. Oh, il a pas claqué. Là, ouais, là. Si elle claque, j'en ai plus, quoi. T'aurais été un peu dégoûté. Si elle claque, j'en ai plus, là. Pas facile, dans ce laisser-aller général, de réussir à cohabiter et à préparer ses examens. C'est vrai que c'est pas les conditions, c'est pas les meilleures conditions pour travailler, quoi, pour faire ses études. C'est sûr qu'on l'entend du 3e, du 2e, que d'en bas de l'immeuble on l'entend, alors que c'est bon, peut-être pas non plus spécialement fort, mais bon, l'isolation elle est pas non plus magique ici. Ouais. Surpris par ces conditions de vie, nous avons voulu rencontrer les responsables de cette CTU. Rendez-vous le lendemain avec le Crous, l'organisme qui gère ces logements. C'est lui qui perçoit les loyers, un tiers de son budget provient de subventions de l'État. Le directeur n'est pas venu seul, attaché de presse, adjoints divers et variés, tout son état-major est là. On y va, bâtiment A. Alors, En poste depuis 10 mois, Vincent Labouret, le directeur, ne connaît pas vraiment les lieux. Il a quand même son idée, il tient à nous emmener d'abord dans un bâtiment flambant neuf. ça convient? Là, c'est un produit, oui, c'est ce qu'on fait souvent.
Je pense que c'est bien comme rénovation. Donc voilà des cuisinettes collectives, pardon. Hein, Effectivement, ça ne ressemble pas à ce que nous avions vu. Les bâtiments ont été rénovés il y a moins d'1 an. 1 an et demi, ce sera fait. C'est 1 an et demi. Bonjour, merci, en fait, je suis le directeur du Crous. Merci de nous accueillir. Alors là, il y a un coin cuisine. Bon, je ne sais pas s'il faut trop le filmer parce qu'il n'est pas très bien rangé. Mais avec un coin cuisine équipé et puis une salle de bain qu'on peut peut-être, est-ce qu'on peut la regarder si c'est possible, vous pouvez nous montrer. Les chambres font 15 mètres carrés pour un loyer de 200 €. Elles sont toutes équipées d'une cuisine et d'une salle de bain individuelle. Et en plus, il y a la vue. En plus, effectivement, on est un peu saisi par l'environnement, c'est pas mal. Hein. Allez. Ces appartements sont la grande fierté de Vincent Labouret, mais des studios rénovés comme celui-ci, il n'y en a que 150 pour 1800 étudiants, moins d'1 sur 10. C'est pas au bâtiment C, hein? Nous voulions montrer au directeur un lieu un peu plus représentatif, le fameux bâtiment C, celui que nous avions visité avec les étudiants. On a accepté de se prêter à ça. Là, Vincent Labouret est un peu plus gêné. Pas de paillasson. Cette salle de travail a été refaite l'année dernière. Ah, pourquoi? Vous dites qu'elle a été faite l'année dernière, cette salle? Oui, Nous, rénové. on est venu avec des étudiants il y a 2 jours, ils nous ont dit, nous ça fait 2 ans qu'on est là, on a toujours vu ça. L'été dernier, oui, ça a été fait l'été dernier, oui. On voit, c'est assez frais quand même. Hein. Alors apparemment, c'est un petit coup de blanc qui a été donné, on le voit assez bien. Confronté à la réalité, le directeur tente d'abord de se dédouaner. C'est quand même un peu lamentable. Cette salle refaite a été complètement saccagée. Et on n'en sortira pas. Si on repeint cette salle et le lendemain elle est à nouveau taguée, ça ne sert à rien. Donc il y a un vrai travail à faire avec les étudiants. C'est ça que vous voulez me montrer? Oui. Ça aussi, vous voulez me montrer? Oui, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est l'étage. À l'étage de Jérémy, les étudiants prennent le relais de la visite et le ton va changer. Comme là, par exemple, les panneaux électriques qui sont à découvert, il n'y a plus de porte. Même C'est inadmissible. entre les étages, on voit qu'il y a même des trous dans le mur qui mènent à des chambres. Comme là, tac. Ouais. Là, il y a un mur qui... Je pense que ça, d'abord, c'est inadmissible. Ça, d'ailleurs, c'est vrai que c'est absolument scandaleux. Et en plus, il faut absolument boucher pour que les pas de communication entre les étages, parce que vous avez raison de le faire remarquer, c'est que le feu, il peut grimper comme ça. Ça, je ne comprends pas que ça ait été bouché. Ça fait 20 ans qu'on a fait faire ça partout, dans toutes les résidences universitaires, et ici, c'est pas fait. Ça, c'est absolument lamentable. Ça, c'est notre cuisine. Avec par exemple le système d'ampoule. Bon, bah là, il ne manque une ampoule, donc il faut qu'on aille la changer. On la change nous-mêmes, quoi. C'est vous qui changez l'ampoule. Ah ouais. Non, mais dans les lieux communs aussi. Ah, bah dans les lieux communs. C'est pas normal, qu'est-ce que je vous dise? C'est pas normal que ce soit vous qui deviez changer les ampoules dans les lieux communs. C'est aussi le système qui est pas très rassurant. Quoi. Non, le système n'est pas normal, il suffirait de remettre un globe, et ainsi de suite. Donc il y a une défaillance. Ça peut brûler, là, tel que c'est installé. Oui, ça peut brûler. Oui, mais c'est pour ça qu'on réagit le plus vite possible. Que nous allons rénover ces installations électriques, mettre de l'alarme incendie. On va mettre de l'alarme incendie le plus vite possible. 6 mois après notre tournage, il y aurait eu quelques coups de peinture donnés dans la cité. Vous avez des enfants, monsieur Labouret? Oui, j'ai des enfants, oui. Et alors, vous accepteriez de les installer dans des cités comme celle-ci? Je sais pas, je ne les ai pas élevés spécialement ma facilité. Mais non, je crois qu'aucun parent n'aurait envie d'installer ses enfants dans des cités comme celle-là. Je crois qu'il faut être réaliste. Hein. La réalité, c'est que ces cités universitaires n'ont aucun mal à trouver des étudiants locataires. À Marseille, il y a 12 000 demandes pour 4 500 chambres disponibles. Et partout en France, même les chambres les plus vétustes sont prises d'assaut. C'est le cas ici à Nanterre, ou encore à Antony, en banlieue parisienne, où l'insalubrité règne.
Humidité, cafards, moisissures sont devenus monnaie courante. Cette incurie, les pouvoirs publics et les élus ne l'ignorent pas. Un rapport très officiel du Sénat, rendu public en 2003, dénonce l'état préoccupant des cités universitaires. Selon ce document, le tiers des cités universitaires seraient des taudis dangereux. C'est le CNUS qui répartit chaque année les 300 millions d'euros que l'État alloue à l'ensemble des cités et des restaurants universitaires. Son directeur est sous la tutelle du ministre de l'Éducation nationale. Non, ça, un tiers du taudis dangereux, non, je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'il disait. Oui, mais non, je ne suis pas d'accord. Non, un tiers de taudis dangereux. Taudis, il faut savoir ce que c'est qu'un taudis, et dangereux, c'est encore autre chose. Hein. Tenez, je vous laisse regarder. Nous lui montrons les images tournées à Marseille. C'est déplorable. Quand je vois ça, ça me met en colère. Vous n'avez pas fait de cadeau, hein, en choisissant celle-là. Ben oui, mais en même temps, ça justifie qu'on se démène, quoi, le plus vite possible. Oui, on est en train de filmer dans le plafond. Ben oui, des installations électriques dangereuses. Raison de plus pour réhabiliter vite fait. Donc qui est responsable alors si jamais ça brûle? C'est le directeur du Crous, très clairement. Je veux dire, dans ces cas-là, il y a des recherches de responsabilité. Si un défaut d'entretien conduit à un accident, les responsabilités sont vite trouvées. Hein. À ce degré de défaut d'entretien, non, il y a faute, quoi. C'est grave, quoi. C'est grave pour notre crédibilité. Donc il faut la reconquérir, notre crédibilité, dans ces cas-là. Les ministres du Logement et de l'Éducation nationale ont annoncé au début de l'été un plan d'urgence pour réhabiliter 7000 logements par an. Selon un rapport parlementaire, il faut en réhabiliter 70 000, 10 fois plus. Dans 10 ans, Jérémy et tous ses copains peuvent espérer avoir des logements décents. C'est l'université dans son ensemble qui manque d'argent. Toujours selon le rapport du Sénat, ce sont les bâtiments des facultés elles-mêmes qui sont dans un état inquiétant. À quelques encablures de la cité universitaire de Lumini, l'université d'Aix-Marseille 1. Une université à l'image des autres, ni pire ni meilleure, répartie sur 2 villes et plusieurs sites. À Marseille, les sciences et la médecine. À Aix-en-Provence, les lettres et sciences humaines. La faculté de lettres d'Aix est symptomatique de l'explosion démographique des étudiants. En France, ces 20 dernières années, leur nombre a plus que doublé. Cette faculté a été conçue pour 7000 élèves. Elle en accueille aujourd'hui plus de 20 000, dans des conditions difficiles. À l'extérieur, les briques se décollent des bâtiments. Et pour éviter qu'elles ne tombent sur la tête des étudiants, un filet de protection a été installé tout autour de la faculté. Et parfois, on y trouve des objets étonnants. À l'intérieur, l'état des couloirs est du même acabit que dans les cités U. Mais ce dont tout le monde se plaint avant tout, c'est du manque de place. Et c'est dans les laboratoires de recherche qu'il est le plus criant. Au 4e étage de la faculté de lettres, un des plus gros laboratoires de l'université, le laboratoire Parole et Langage. Il est dirigé par Philippe Blache. On est sans doute en ce moment le labo dans notre département et notre domaine qui est le labo le plus en pointe et le plus apprécié à la fois par nos tutelles, mais également, nos tutelles, c'est-à-dire l'université et le CNRS, mais également internationalement. Ce labo a beau être renommé, étudiants et chercheurs s'entassent ici comme dans une boîte à chaussures. Regardez par exemple là, ici, on ne peut pas rentrer tous les deux ensemble, oui. Là il y a 2 bureaux de 2 de nos techniciens ici, donc vous voyez... On peut voir par exemple les conditions également d'accueil de nos doctorants notamment. Bon, évidemment pas des conditions optimales de travail, comme vous pouvez le constater. C'est-à-dire qu'il y a combien de personnes qui travaillent dans cette salle Dans cette salle-là, il y a 7 personnes. Malgré tout, des problèmes. Un peu plus loin, dans le même labo, pendant qu'un chercheur s'attache à mettre au point un synthétiseur vocal, Vas-y, cligne. une machine pilotée par le clignement des paupières, un autre, au fond de la pièce,
travaille sur une toute autre expérience et fait des bruits des plus bizarres. Ta toupie va trop vite. Lorsqu'on est à 2, 3, 4 par bureau, il y a un volume sonore qui, évidemment, est très nuisible à la qualité de concentration et à la qualité des travaux. Donc il y a une conséquence évidemment directe sur le travail lui-même. Vous manquez de place ici? Un petit peu quand même. Un peu. Un peu. Ça a toujours été comme ça? C'est comme ça depuis à peu près une vingtaine d'années. En fait, nous occupons les locaux que nous avions quand on a créé le laboratoire en 72 et où nous étions 4. Et aujourd'hui, vous êtes? 70. Après 11 tentatives avortées en 10 ans, la direction de l'université a promis de déménager le laboratoire l'année prochaine. Pour Philippe Blache, il est grand temps. On hésite beaucoup maintenant à accueillir des collègues, ou en tout cas on fait très attention à la période à laquelle on va les accueillir pour essayer de leur fournir au moins un bureau. Pourquoi ça vous fait honte de les recevoir dans ces... Absolument, absolument. Vous avez, j'ai été amené à organiser une fois j'organise souvent des conférences internationales. Je l'ai fait une fois, je ne le ferai plus jamais dans ces locaux parce que j'ai eu une remarque de collègues notamment européens, indiquant explicitement qu'ils ne comprenaient pas comment il était possible en France, un pays qui occupe une place si importante dans l'industrie et la recherche, comment il était possible de laisser ces universités dans un tel état. Laboratoire surpeuplé, mais aussi sous-équipé. Voici le laboratoire de chimie au sous-sol de la faculté des sciences de Marseille. C'est l'endroit réputé le plus poussiéreux de toute l'université. C'est ici que les étudiants, futurs spécialistes de l'environnement, viennent faire leurs travaux pratiques. C'est une salle qui est sympa, enfin disons qu'elle a un peu une âme quoi, on sent qu'il y a eu de la vie dedans. C'est la blouse du labo, ça? Ouais, celle du labo, c'est pas ma blouse aujourd'hui. Elle aussi, elle est son époque alors. Celle-là est d'époque, ouais, je pense qu'elle est d'époque. D'autres étudiants sont quand même plus sceptiques. Pour des TP de chimie, c'est moyen quand même. Quand on voit les pipettes qui sont pas droites, l'état des paillasses, la poussière sur le mur, la peinture qui se décolle, tout ça, c'est pas... C'est vrai que c'est bizarre de partir d'un lycée, en ce qui me concerne, qui était clean au niveau paillasse, etc. Et d'arriver dans un endroit où, soi-disant, on fait des choses beaucoup plus pointues, avec des paillasses sales, du matériel plus vétuste. Ouais. C'est vrai que c'est surprenant quand même. C'est toi qui stylé? C'est dans une piscine, normalement. Les paillasses datent de la guerre de 14, mais le matériel est quand même postérieur à 1950. Quoi. Tu peux aller un peu plus vite. Joël Godino travaille dans ce laboratoire depuis 30 ans. Et vous arrêtez au violet. 30 ans qu'on lui promet une rénovation. À part quelques coups de peinture, il attend encore. Alors on est encore sur le vieux secteur 110. Vous voyez, on a le 110 d'un côté, on a le 220 de l'autre. Parce que comme on a encore des appareils en 110 qui marchent, ça serait vraiment dommage de ne pas les employer. La seule chose, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas le brancher en 220. Ici, pas de petites économies, y compris pour les produits que les étudiants utilisent au quotidien pour leurs expériences. La soude. Ces produits coûtent cher, Joël Godino n'a pas le choix et n'achète quasiment rien. Ça, c'est du nitrate d'argent. C'est un produit cher, donc on le récupère. Et dessus, il y a marqué la date. Celui-là a été fabriqué le 51e jour de 1975. C'est un flacon récent, ça. Et alors, vous le récupérez d'où, alors? Eh bien, c'est un laboratoire qui a fermé et qui n'en a plus besoin. Celui-là était de 1953. Comment se fait-il que ces laboratoires soient contraints de faire des économies de bout de chandelle? Que cette université manque à ce point de moyens? Les droits d'inscription représentent environ 10% du budget. Les collectivités locales payent quelques opérations ponctuelles. L'essentiel du financement doit provenir de l'État. Pour Yves Mathieu, le président de l'université, c'est un casse-tête quotidien.
Entre ce que lui verse effectivement l'État et ses charges réelles, il y a un gros décalage. L'État nous donne la moitié de ce que ça nous coûte. Donc on est dans une situation budgétaire qui, si rien ne change, les universités françaises vont être dans un état très difficile financièrement. Aix-Marseille 1 n'est pas une exception. La misère est aujourd'hui le lot de nombre de facultés françaises. Nantes, Rouen, La Rochelle, Poitiers. L'année dernière, 4 universités ont même menacé de ne pas voter le budget que l'État leur alloue. Jusqu'au ministère de l'Éducation nationale, on n'ignore pas cette précarité, même si Jean-Marc Monteil, le bras droit du ministre pour l'enseignement supérieur, a l'air quelque peu agacé qu'on le lui rappelle. Cette réalité-là existe. Moi, je la nie pas, je la connais. Et il faut évidemment éradiquer ce genre de choses. Mais ce que je voudrais, c'est que quand on a dit ça, et qu'on s'attache à faire en sorte qu'il faille résoudre ce problème, je voudrais aussi qu'en même temps, au nom même de la défense de l'université, on soit capable de dire, mais on a vu des réalisations tout à fait remarquables. Allez à Marseille, vous êtes allé à Aix-Marseille. Allez voir la Maison des sciences de l'homme à Marseille. Revenez me voir après et dites-moi ce que vous avez vu. La Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, c'est sûr, c'est la vitrine de l'université d'Aix-Marseille et c'est avec un plaisir non dissimulé que son président nous l'a fait visiter. Donc ça, c'est le centre névralgique de la documentation qui a été doublé donc dans la deuxième tranche, donc ça vient juste d'être ouvert. Donc, là, pour une fois, on a vu grand, quoi, je veux dire. Inauguré l'an passé, cet édifice de 12 000 m² a fait l'objet d'un pari ambitieux. Réunir toutes les sciences humaines autour d'un thème commun, la Méditerranée. Ici sont regroupés des ouvrages et des manuscrits rares, un catalogue unique en France. Des universitaires de toutes disciplines viennent ici travailler et tout est fait pour bien les accueillir. Des amphis tout neufs, des salles de réunion ultra modernes, et à l'étage, il y a même des studios pour loger les étudiants ou les chercheurs étrangers. Des réalisations comme celle-ci, il en existe peu dans le milieu universitaire et pour cause, elle a coûté la somme de 10 millions d'euros. L'État, la région et la ville de Marseille ont cofinancé. Mais il y a un couac. Il ne faut pas qu'il pleuve trop fort. Car sous les verrières de la bibliothèque d'Antiquité, l'eau s'infiltre. Cela oblige Blandine Nouvelle, la documentaliste, à jouer les secouristes. Voilà, bon, ce qu'on est obligé de faire, par exemple, que l'eau goutte de là-haut et vient éclabousser tout partout. Bon, ce sont des protections de fortune. Et là, si ça continue à pleuvoir, dans 2 jours, on peut sortir le balai et la pelle pour ramasser les morceaux de plâtre qui se seront détachés du plafond. Les infiltrations vont jusqu'au sous-sol, dans les réserves de la bibliothèque. Voilà, donc là, ça goûte complètement. Et le pire, c'est dans le coin. Du coup, un champignon s'est installé qui s'attaque au papier. Les documents qui sont là ne craignent plus rien, puisque de toute façon, ils sont complètement infectés. La difficulté... Ils sont destinés à la poubelle. Ceux-là, oui. Et c'est toute la bibliothèque qui est en péril alors s'il y a un champignon comme ça. Effectivement. Le ministère a été informé de cette situation, mais à ce jour, aucune solution n'est apportée. La Maison de la Méditerranée continue de suinter, ce qui est fort dommageable pour les 35 000 ouvrages qu'elle contient. Elle prend l'eau pas parce qu'on est dans la misère, elle prend l'eau parce qu'il y a un problème qui était attaché à... C'est comme si vous faites construire une très belle maison et vous dites j'ai un problème de fuite. Et oui, vous avez un problème de fuite. Alors il faut s'en occuper et le réparer. Moi, je veux bien qu'on me dise à Aix-Marseille, il y a des amphis, c'est pas acceptable, il y a des fonds de couloir, c'est pas acceptable. Et j'accepte qu'on me dise ça. Et je dis qu'il faut en effet s'attacher à faire quelque chose. Mais quand on me dit, vous savez, ça fuit à la MMSH... On vient de faire un bâtiment de plusieurs dizaines et dizaines de millions de francs et il fuit. C'est quand même pas le problème de l'État s'il fuit. L'étanchéité n'est pas le seul problème au sein de la Maison de la Méditerranée.
Certaines salles restent fermées la moitié du temps. C'est le cas de cette médiathèque dirigée par Michel Nieto. Pire, cet espace, qui abrite pourtant une grande partie du fonds arabe, est toujours resté fermé au public depuis sa création. La raison en est simple, le manque de personnel, l'autre grand mal de l'université. Nous ouvrirons lorsque une personne pourra se situer dans cette salle pour surveiller le fonctionnement et également guider, orienter les chercheurs. Donc pour l'instant, dans cette salle, il n'y a que... Pour l'instant, il n'y a que les professionnels de la médiathèque qui ont accès à cette salle. C'est dommage. C'est catastrophique. Et pour les très vieux et très rares manuscrits berbères, pourtant convoités par des chercheurs du monde entier, la porte est close. Voilà donc la pièce où se trouvent non seulement les manuscrits berbères dont je vous parlais, mais également les archives. Je ne vais pas vous en faire de commentaires, parce que je... En tout, ils ne sont que 6 à s'occuper de toute la médiathèque. Il faudrait que vous soyez combien? Minimum pour fonctionner à peu près normalement, c'est-à-dire pour déjà envisager des horaires d'ouverture corrects, ce serait 15 personnes. Et on vous a promis des postes? On nous a promis de s'occuper de nous. Nous sommes certains d'avoir un poste cette année, puisqu'il a été affiché, qu'il est mis au concours national. Pour l'instant, c'est ce que nous avons comme garantie. D'accord. Voilà, donc nous serons 7, sous peu. Alors évidemment, on peut toujours dire on manque de personnel, on n'a pas assez de mètres carrés. On construit les mètres carrés. Maintenant qu'on a les mètres carrés, il faut du personnel. Puis on dit bon, et on est dans un cycle sans fin. Enfin, il y a deux choses quand même. Il y a le pragmatisme, puis il y a le monde idéal. Bien loin du monde idéal, certaines universités ne sont même plus capables aujourd'hui d'assurer la sécurité de leurs usagers. Aix-Marseille 1 est dans ce cas. Gérard Guillaume, l'ingénieur hygiène et sécurité. Employé de l'université, c'est sur ses épaules que repose la sécurité des 20 000 étudiants qui fréquentent ce site. Compte tenu de l'enveloppe financière qu'on lui donne, sa tâche est une mission impossible. Voilà, alors par exemple, je ne sais pas si... oui, je crois que là on est... Voilà. Par exemple, dans cet établissement, la commission de sécurité a demandé que des travaux de désenfumage soient réalisés. Donc, il a fallu installer des gaines pour extraire les fumées dans les circulations. Alors, par exemple, vous voyez ici le faux plafond dans lequel circule la gaine, et bien ce faux plafond s'arrête à cet endroit-là parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller jusqu'au bout. C'est ça la difficulté. C'est qu'on a des difficultés à apprécier le coût réel des travaux. Deuxième chapitre critique, les installations électriques. Défaillantes, vétustes, dangereuses. Alors voilà le genre de tableau, vous voyez. Il devrait être fermé. Pourquoi il devrait être fermé? Parce que, regardez, là vous avez des bornes qui sont accessibles. On peut presque mettre les doigts dessus. Donc, bon. Ces installations doivent être remises en conformité. Vous enregistrez le son, donc vous entendez cet appareil qui ronfle de façon désagréable. Et en cas de court-circuit, là, il y a danger. L'appareil risque de déclencher, mais ça, on n'en est pas sûr. Mais en attendant, vous avez reçu un choc électrique, et à ce moment-là, vous pouvez très bien en mourir. Et donc, à ce moment-là, vous serez ce qu'on appelle électrocuté. Il y a un endroit où nous voulions emmener Gérard Guillaume, le labo de chimie, ce fameux labo où l'on manque de tout. Joël. Nous voulions lui montrer une bouteille de gaz. Ces bouteilles de gaz, alors, je dirais, c'est vrai que des bouteilles de gaz ne doivent pas rester comme ça dans les salles d'enseignement. C'est dangereux, ça, non? C'est quoi comme gaz, celui-là? Ah, c'est l'acétylène, oui. Oui, l'acétylène, c'est ce que vous utilisez pour les postes, pour les chalumeaux oxyacétyléniques. Donc, l'acétylène avec l'oxygène de l'air, ça brûle. Et ça peut exploser si vous avez une fuite de gaz en quantité suffisante. Et alors, vous la laissez là? Ah c'est pas moi, c'est lui. Moi, je laisse pas.
Moi, je fais des recommandations chaque fois aux gens pour leur dire, bon, voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Maintenant, c'est après eux qui, en leur âme et conscience, font ou ne font pas. Hein. Si ça explose, alors? Ben, j'aurais plus de problème. Hein. Non, mais c'est-à-dire que, vu le problème, vous avez remarqué, quand je travaille ici, je reste toujours sur place. S'il y a le moindre pépin, je ne m'éloigne jamais de la flamme pour pouvoir la couper immédiatement. Vous avez déjà eu des accidents ici dans ce labo? Non. Vous avez eu de la chance? Oui. Il y a pas tout pour les chimistes. Je vais chercher mes affaires et puis on y va. Tiraillé entre les risques d'accident et les besoins des élèves, Gérard Guillaume est sans cesse en porte-à-faux. S'il ne se passe pas d'accident, tant mieux. S'il se passe un accident... Vous y pensez souvent à ça? Si vous saviez. Si vous saviez. C'est vraiment, je dirais, notre bête noire, quoi. Jusqu'ici, il n'y a pas eu d'accident grave dans cette faculté, mais Gérard Guillaume connaît mieux que n'importe qui le verdict qui pèse sur son université. L'insécurité de ces bâtiments est répertoriée noir sur blanc sur un document tout à fait officiel de la préfecture. Nous nous sommes procuré ce document, le rapport de la commission de sécurité. Il pointe plusieurs défaillances, désenfumage inefficace, installations électriques à revoir et système d'alarme défaillant. En conclusion, il donne un avis défavorable à la fréquentation par le public des locaux, à moins d'y faire des travaux, et c'est là que le bât blesse. Malgré les mises aux normes que la préfecture demande chaque année, la faculté n'honore pas ses obligations et continue à avoir des avis défavorables depuis 10 ans. Moi, je peux pas faire... J'ai pas la planche à billets pour faire l'argent. On me donne pas l'argent, je peux pas le faire, mais si un jour il y a un accident, ben je dirais, attendez, moi j'ai soulevé le problème, maintenant on m'a pas donné l'argent, il faut aller voir à la porte au-dessus si je dirais, ils peuvent justifier le fait qu'ils n'aient pas donné les crédits, quoi, c'est tout. À l'étage au-dessus, le secrétaire général d'Aix-Marseille 1, le bras droit du président, Gérard Barberan. C'est lui qui gère le porte-monnaie de l'université. Bon, allez. C'est toujours le problème de l'arbitrage entre le souhaitable et le possible. Voilà. Nous sommes là, entre le souhaitable et le possible. On nous répond, on ne peut pas. Nous, on peut réclamer de l'argent pour mettre un bâtiment en sécurité, mais le ministère nous répond, on n'a pas d'argent, c'est tout, point. Selon la direction, il manque au bas mot 5 millions d'euros pour mettre l'établissement aux normes de sécurité. De l'argent que l'université réclame depuis plusieurs années aux représentants du ministre, le recteur. Tout le monde nous a laissé entendre dans cette université que les crédits de mise en sécurité étaient insuffisants. Donc c'est pour ça qu'on vient vous voir, pour savoir qu'en est-il de ces... Pour me faire dire ce que je n'ai pas envie de vous dire. Pourquoi vous n'avez pas envie de nous le dire? Ah, parce que là, si vous voulez, vous êtes en train de poser une question qui est un petit peu biaisée dans la mesure où, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Vous voulez me faire dire que les crédits sont insuffisants et que les conditions d'insécurité règnent dans l'université. C'est parfaitement contraire à la réalité. Si apparemment monsieur le recteur dort sur ses deux oreilles, sur le terrain, ce n'est pas le cas du responsable de la sécurité. Au terme de notre entretien, il a fini par nous livrer le fond de sa pensée. Moi, en tant que technicien, j'avoue que moi, j'aurais tendance à dire je ferme. Gérard Guillaume vient de briser un tabou. Fermer la faculté de lettres, c'est mettre 20 000 étudiants sur le carreau. Et ça, personne ne veut en endosser la responsabilité. Monsieur Guillaume, il nous a dit, moi je fermerai. Oui, si on respecte à la règle toutes les instructions en matière de sécurité, il y a une part de vérité. Mais personne ne fermera l'université. C'est certain que... c'est un avis défavorable, c'est un... À votre avis, qui devrait prendre la décision De quoi? De fermer l'université. C'est impensable. C'est impensable. Impensable, une personne a pourtant légalement le pouvoir d'imposer une telle décision, comme pour n'importe quel autre établissement recevant du public. C'est le maire de la ville. Maryse Joissin-Mazini, maire d'Aix-en-Provence. L'ingénieur responsable de l'hygiène et de la sécurité de l'université
Il nous a dit, moi, je fermerai. Ah, il a dit ça. Il assume? Est-ce qu'il assume? Ça veut dire quoi, assumer? Assumer, ça veut dire, moi, je dis qu'il faut fermer l'université en tant qu'ingénieur responsable de la sécurité. Moi, si ce monsieur affirme et signe, demain, je ferme l'université avec tout ce que là, ça entraîne. Vous savez, c'est facile qu'un ingénieur vienne dire ça aux médias, tranquillo, tranquillette, sans l'avoir écrit. Même son de cloche à la préfecture de la ville, le représentant ultime de l'État. Ces services sont pourtant les instigateurs de ces commissions de sécurité. Déloger à la fois des enseignants qui ont un certain nombre d'habitudes au sein de l'établissement, voire notamment lorsqu'il s'agit de laboratoires de recherche, on peut imaginer aussi qu'il y a un certain nombre de laboratoires à l'intérieur, déloger ou trouver une autre implantation pour des étudiants qui, eux, ont aussi leur habitude au sein de l'établissement, ce ne sont pas des décisions très faciles à prendre. Et si entre-temps ça brûle et qu'il y a des victimes? Le juge, j'imagine, sera saisi. Ensuite, il y aura un certain nombre de procédures et c'est le juge qui, j'imagine, examinera si on a pris, oui ou non, les précautions nécessaires. Il y a tellement de structures à mettre en sécurité ou à surveiller ou sur lesquelles il faut prendre des responsabilités ou alors on ouvre le parapluie complètement. Ça, c'est pas ma manière de fonctionner. Ouvrir le parapluie, ça veut dire fermer... Fermer tout. On ferme tout. Je cours aucun risque, je ferme tout. C'est-à-dire, je ferme tous les supermarchés, je ferme tous les cinémas, je ferme tous les établissements recevant du public. Je deviens Ceausescu à Aix-en-Provence. Dans les Bouches-du-Rhône, sur 11 sites universitaires que les commissions préfectorales sont censées contrôler, 4 sont frappés d'avis défavorables. Autrement dit, sont dangereux pour les usagers. Une réalité que l'on retrouve dans plusieurs autres universités françaises. Même si, au ministère de l'Éducation nationale, Jean-Marc Monteil a du mal à l'admettre. Il y a un certain nombre d'établissements publics, pas seulement des universités, qui ont des difficultés de cette nature. Croyez bien que... Il y en a combien à peu près dans les universités? J'en sais rien, j'ai pas le chiffre, mais il y en a en effet un certain nombre. Et c'est combien à peu près? Il doit y en avoir, sur l'ensemble de nos sites, je sais pas, il y en a quelques pourcents. Quelques pourcents. Et ça veut dire quoi, quelques pourcents? 3 ou 4%. Faux, selon le dernier rapport de l'Observatoire national de la sécurité, service rattaché au ministère de l'Éducation nationale, 11% des bâtiments contrôlés sont frappés d'avis défavorables. Cette insécurité est devenue à ce point dramatique qu'elle est aujourd'hui une des préoccupations majeures des responsables universitaires. Nous sommes en juin 2004, réunion de crise à Paris des présidents d'université. Ils sont en colère et décident, une fois n'est pas coutume, de laisser entrer une caméra. À leur tête, Michel Laurent, président d'Aix-Marseille 2. Donc le cahier des charges est simple, c'est avoir... Autour de lui, les présidents de Grenoble, Bordeaux, Lille, Caen, 17 en tout venus faire front commun. Depuis 3 ans, l'État leur a promis de l'argent, ils ne voient toujours rien venir. Il y a eu des engagements, je peux parler de mon université, l'université de Caen Basse-Normandie, il y a eu des engagements sur la sécurité avec 11 000 étudiants et personnels concernés, engagements qui ne sont absolument pas tenus en 2004. Et on risque d'arriver à la rentrée à une situation absolument dramatique si ça ne se débloque pas. Dans l'état actuel des choses, je me trouve placé devant le dilemme suivant. Les travaux qui doivent démarrer, ou bien ça démarre. Et je ne sais pas comment je paierai dans 3 mois. Ou bien ça ne démarre pas et le maire de la ville où est implantée l'université va me demander va m'ôter l'autorisation d'usage de ces locaux et je serai donc obligé de fermer l'université. Donc le dilemme, il est très clair. On est dans une situation où on a un discours d'un côté, des orientations, et on a des pratiques budgétaires qui sont clairement en opposition. Donc on ne peut pas l'accepter. Sans attendre grève ou pression syndicale, les présidents décident d'eux-mêmes de monter au créneau. Une délégation a demandé à être reçue au ministère de l'Éducation nationale pour tenter de faire débloquer ces crédits dans l'urgence. Bonjour, ça va bien? Ça va? Merci et toi? Bonjour Michel. Ça va? Voilà, monsieur le directeur. Évidemment, tout va bien. Monsieur le directeur. Monsieur le Président, ça va Bonjour. bien? Oui, ça va très bien. Bonjour. Bon, on attaque? Allez, on y va. Poignée de main du ministre François Fillon.
C'est par son directeur de cabinet, Jean-Paul Faugère, qu'ils sont reçus. Nous avons depuis quelques mois des inquiétudes. Ces inquiétudes sont aujourd'hui plus affirmées parce que, à la base, certaines opérations pourraient être menacées du fait des engagements de l'État. Nous sommes autorisés à filmer le début de la réunion, mais les délais ne sont pas négociables. Je pense qu'il était convenu que cette séquence dure 30 secondes. Je crois. Donc je vous serais reconnaissant de nous laisser maintenant travailler. L'entretien se termine 2 heures plus tard. Le directeur de cabinet nous dit clairement que les arbitrages aujourd'hui ne sont pas rendus, ou en tout cas ne sont pas rendus favorablement pour nos opérations. Et comment il explique cela? C'est simplement, je crois, dans le cadre budget de la France. Face à cette fin de non-recevoir, les présidents décident de prendre à témoin l'opinion publique. Ça y est, je vous ai installé de l'autre côté. Briefing d'urgence, l'objectif, rédiger un communiqué à temps pour avoir un grand article dans la presse. On va reprendre tout de suite on a la dernière version du communiqué. Parfait. Comme ça, on peut travailler. Ça se durcit un petit peu aujourd'hui, là, par rapport au... Un petit peu. Une contradiction flagrante. L'attaché de presse peaufine le communiqué. Le texte est vite expédié. Ce qui bloque, c'est le titre. Cela va leur prendre une bonne heure. Bon, le titre, il faut qu'on travaille ensemble. Et visiblement, ils n'ont pas l'habitude des slogans qui accrochent. Mais ça va. Avec le café, je pense que ça... Non, investissement universitaire, des engagements non tenus. Vers la fermeture des universités, point d'interrogation. Alors, c'est l'immobilier universitaire bloqué, la sécurité en jeu. L'immobilier universitaire bloqué, une hypothèque sur le futur. J'achète tout de suite. Dans l'hypothèque, t'as tout, quoi. Pour l'instant, l'immobilier universitaire bloqué, une hypothèque sur le futur, je crois que c'est ça. Reste à faire approuver le texte par l'ensemble des présidents d'universités réunis l'après-midi même en séance plénière. Cette fois-ci, ils sont 80. Le communiqué agite noir sur blanc la menace de fermeture des universités. Apparemment, tout le monde est sur la même longueur d'onde. La rentrée s'annonce difficile. L'approbation du communiqué de presse n'est plus qu'une formalité. Je vous propose de voter donc ce texte. Est-ce qu'il y a des avis contre, en fait, cette intervention, cette motion? Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention, bien. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dès le lendemain, dans la presse, le communiqué fait l'objet d'un gros titre. Les présidents réclament 100 millions d'euros. Et sous la pression, le ministère de l'Éducation nationale fait un geste. Ils attendent 100 millions, ce qui ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, ils y seront, les 100 millions, donc ce n'est pas un sujet. Ce qui est important, c'est de savoir si les opérations qui étaient en cours vont être payées. La réponse est oui. Les opérations en cours et à venir l'année prochaine seront-elles payées? La réponse est oui. La promesse calmera pour un temps les présidents d'université. Sauf que 2 mois plus tard, en septembre, à l'heure de la rentrée, certaines facs n'ont toujours rien vu venir. C'est le cas de la faculté de lettres de l'université de Reims. Ici, la sécurité des étudiants et des enseignants est clairement menacée. Il y a des piliers métalliques partout. En tout, 5000 m² de couloirs ont dû être entièrement étayés. Les plafonds menacent de s'écrouler. À l'extérieur, ce sont encore des étais qui supportent les bâtiments en forme de coquille. Les matériaux sont devenus friables au fil des intempéries. Ces structures en bois abritent des amphis. Amphi, dont le président de l'université Gérard Marie a dû annoncer officiellement la fermeture 10 jours à peine avant la rentrée, à la demande expresse de la mairie de la ville. Bien entendu, je ne vais pas engager ma responsabilité pénale, je ne vais pas prendre le risque d'aller en prison, et puis encore d'aller en prison, ce serait le moins grave, mais mettre en danger la sécurité des étudiants et des personnels en les maintenant dans des locaux qui n'auraient pas été autorisés à l'exploitation.
La décision est lourde de conséquences. C'est le doyen de la fac de lettres, l'adjoint du président Didier Marcotte, professeur de grec de son état, qui va devoir l'appliquer et ce n'est pas gagné d'avance. La fac ferme 4 amphis sur 6. Alors les amphis en Corolle, vous les voyez là, c'est un peu plus clair. Ce sont les amphis 1, 5 et 6 et l'amphi 3. Ça supprime combien de places? Quasi 1500 places, disons, à peu près. Ce qui est considérable, difficile à absorber, quoi. La rue Rollin, ils ont un amphithéâtre. Oui. C'est géré par l'université. Oui. Qui était pas Nous sommes à la veille de la rentrée. Le doyen en est à chercher des amphis un peu partout dans la ville. Le président revient après-midi, donc nous pourrons éventuellement négocier le coût de la location, qui est exorbitant, qui est astronomique, elle me le disait. Si ça se trouve, l'RTS, on pourrait peut-être l'avoir beaucoup moins cher ou si ce n'est gratuit. Écoutez. Mais ça, ça m'est revenu aujourd'hui parce que je ne savais plus, c'était pas Joliot-Curie. En mettant tous les bouts de ficelle ensemble, on arrivera à faire... En quelques heures, le doyen va devenir expert en bout de ficelle. Il vient d'avoir une idée, réquisitionner pour des cours la salle de réunion de la direction. Un peu moins, quoi. Donc le 250, ça ferait... Je suis allé revoir la salle du conseil, on peut essayer de l'adapter. Donc la salle du conseil, c'est je vous autorise à y aller. C'est ce que j'ai fait là, je l'ai prise de 8 à 10. D'accord, on va essayer de l'équiper. Problème, dans cette salle du conseil, il n'y a pas de quoi asseoir les étudiants. Et c'est encore Didier Marcotte qui s'y colle. Carrément enlever les fauteuils et les remplacer par des chaises. Des chaises à tablette, là, j'en aurais besoin de 40-50. Alors si tu peux récupérer dans une école qui soit pas une école maternelle, ok. Bon, je suis désolé des outils triviales, mais c'est vrai que... D'accord. Merci Marie-Hélène, au revoir. Voilà où on en est. On gère le plus urgent, on gère le plus pressé. On navigue à vue, comme on dit aussi. Dernière carte du doyen, rentabiliser au maximum les rares salles disponibles en rallongeant les horaires. L'université de Reims, fait exceptionnel, fera travailler profs et élèves tard le soir et le samedi matin. Vous avez réussi à faire travailler les enseignants le samedi matin sans que ça provoque un tollé? Oui, alors tous les enseignants, s'ils ne sont pas collés, ne vont pas s'y coller, bien entendu. Mais effectivement, c'est un verrou qui a sauté dans les barrages traditionnels. Oui. On va régler la salle polyvalente. Vous avez les chaises? 10 places, c'est réglé. Chapeau. Dans la journée, enfin une bonne nouvelle, les chaises ont été trouvées. Pas à 2 heures, mais ça se débloque. C'est déjà une bonne chose. Ok. Et lundi matin, la rentrée. C'est l'heure de vérité, l'université va devoir accueillir les quelques 8000 étudiants inscrits. Pour beaucoup, c'est une première plongée dans la vie universitaire. Ce matin, le comité d'accueil est plutôt bruyant. Alors, je vais vous donner d'abord les horaires dans lesquels vous serez obligé de venir si vous prenez cette option. Et au service de la scolarité, c'est l'incertitude la plus totale. Ginette Imbert, secrétaire au département psycho, a le mérite de dire les choses comme elles sont. Comment on va faire? Comment on va vous emmener faire les cours? On ne sait pas. Donc peut-être que vous allez être aussi transportés vers des écoles qui veulent bien nous laisser quelques classes. Parce qu'on devait recevoir des préfabriqués, non? Enfin, que j'avais entendu dire que... Ah, ils seront pas prêts, moi j'en suis persuadée. C'est ce que j'ai dit au conseil d'administration. Hein. J'en suis persuadée, ils seront pas prêts. Non, il faut dire ce qu'il y a. Ça vous inquiète pas, là? Un petit peu. Un peu quand même, si. Normalement, on vient pour aller en cours, pour apprendre des choses. On est censé être dans les meilleures conditions possibles, quoi. Et puis, on se retrouve dans une faculté qui tombe en ruine. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est la première fois de ma vie. Quand il y a une alerte incendie, comme on ne sait jamais si c'est vrai ou pas vrai, sortez. Sortez. Hein? Ne vous faites pas prier. Voilà. D'accord. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Pour un premier jour, c'est encourageant. Je pense que ça va être chaud. Hein. Dans les quelques jours, ça va être chaud. Très chaud. Au rez-de-chaussée, les étudiants se bousculent pour attraper les emplois du temps. Vu l'urgence, ils n'ont été affichés que le matin même. Les apparences sont sauves, mais déjà, les élèves sont sceptiques. Des cours le samedi matin, des cours le mardi soir, pour répéter ça un peu partout si vous voulez. Donc voilà, c'est pas terrible. Mais on est super motivés.
Ouais, c'est la motivation, c'est principal. T'es motivé en début d'année, mais après... Non, mais pas du tout. Et vous, qu'est-ce que ça donne On a une même. Pourquoi c'est pas terrible? On a cours samedi matin, on a cours des fois de 18 à 20h. Ce que les étudiants ne savent pas, c'est que même ces emplois du temps ne reposent sur rien de solide. À la même heure, dans les bureaux, la pagaille est à son comble. Mais comment on va faire? Où on va les mettre? C'est demain qu'on va connaître le problème. Ça veut dire que les cours peuvent être annulés dès demain? Bah oui, s'il n'y a pas d'emplacement pour faire les cours, ça peut être annulé. Et vous le saurez quand alors? Mais on apprend les choses au fur et à mesure, minute en minute, d'heure en heure. Illustration, la secrétaire du doyen vient de trouver un hébergement, l'école de commerce de Reims, la RMS. Mais c'est très provisoire. Donc, pour cette semaine, c'est 14h le cours, 14-18? 14-16. Ça sera à RMS. Et la semaine prochaine, puisqu'ils se seront dédiés, ça ne sera pas RMS, et on est en train de chercher une solution. Et qu'est-ce qu'on fait de nos étudiants après? Je sais pas, je vais vous trouver une solution, mais je ne l'ai pas là. On les met dans votre bureau? Madame Imbert, je cherche. On va mettre une grande toile de tente et puis on va pouvoir faire les cours. Comment ça va? Bien. Pour le président Gérard Marie, la rentrée universitaire a eu lieu et c'est un petit miracle. Il pressent que l'année sera difficile. Ah, pour un budget plus important, je veux bien, je suis d'accord. Ouais. Mais alors dans ces cas-là, il faut la signer, monsieur Marie. Vous voyez, le stylo s'offre même à vous tout seul. Merci. Vous ne la signez pas, monsieur Marie, la pétition? Écoutez, Ça n'engage à rien, bien évidemment. non, mais moi je pétitionne à mon niveau de responsabilité et je vais dans le même sens que les étudiants pour effectivement demander plus de moyens pour cette université. Et vous pensez que cette pétition est justifiée là? Évidemment, la pétition est justifiée. Nous, on est dans la situation du système universitaire français qui n'a pas les moyens globalement, qui n'a pas les moyens des ambitions qu'on veut lui donner. En septembre 2006, tous les programmes universitaires seront harmonisés en Europe. Les facultés seront alors en concurrence pour attirer les meilleurs étudiants. Quelle place alors tiendra l'université française ?